Donc, effectivement, moi, je voulais vous amener quelques éléments sur lesquels je travaille aujourd'hui dans le cadre d'une recherche-action, sur quelques éléments clés à prendre en compte pour mener à bien le déploiement d'une IA, ce que j'appelle capacitante, c'est-à-dire qui va donner du pouvoir d'agir plutôt que d'être aliénante, qui va empêcher les individus de bien travailler dans les organisations. Et puis, on fera le lien avec Brice et ce qu'ils font chez AppleLearn en termes d'IA à disposition de vos organisations. Donc, chez Trendy, on fait plein de choses autour de la pédagogie. Et puis moi, ça fait une vingtaine d'années que je code aussi. Donc j'ai un peu cette double casquette technique et pédagogique. Et il y a quelques temps, j'ai des OF qui m'ont demandé de commencer à les accompagner sur leur transition vers l'IA. Et petit à petit, j'ai monté une méthode autour de ces 4 axes. Donc vous voyez, gouvernance partagée, formation des acteurs, co-design d'usage et les intégrations techniques. Et moi, j'ai commencé à accompagner les OF là-dessus, puis je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont ces besoins-là. Donc j'ai monté une recherche-action avec ces différents acteurs que vous voyez, que vous connaissez peut-être, et peut-être pour certains, vous faites partie d'Ainoa, vous êtes abonné à Centre Info ou autre. Et aujourd'hui, on travaille là pendant 6 mois à créer une méthode d'acculturation des OF, des organisations de formation, à l'intelligence artificielle, qu'on mettra à disposition gratuitement à la fin de l'année sous forme de Creative Commons. Et donc, on va pas avoir le temps de parler des 4 axes qui sont assez fondamentaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai rencontré beaucoup d'acteurs jusqu'à présent qui avaient un besoin de se former au prompt, mais c'est assez limité. De se dire, si on se forme au prompt, on saura utiliser une IA, c'est assez limité parce que déjà le fait d'avoir besoin de prompter, c'est qu'aujourd'hui les IA sont pas hyper performantes en fait. Si une IA était réellement performante, il n'y aurait pas besoin de savoir prompter en réalité. Donc, c'est une première base, c'est bien en termes d'acculturation, de sensibilisation, mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Et ces éléments, ils sont très nombreux. Et aujourd'hui, un formateur tout seul ou même un codir d'OF peut avoir du mal à appréhender tout ce qu'il y a à prendre en compte parce que ça touche énormément d'expertises différentes. Comme on peut le voir, par exemple, le fait d'apprendre à prompter, ça va être dans la formation des acteurs, former les formateurs, former les personnels administratifs, mais c'est une petite goutte d'eau dans l'océan, on va dire. Donc si je vais pas, en fait, ce que je vais faire là, qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais faire un peu un entonnoir. On va pas tout voir. Je vais me concentrer sur la gouvernance. Donc j'y reviendrai juste après. Donc je vous fais juste un petit tour du reste. C'est un peu un teasing. Vous serez obligé de revenir et de venir en discuter après. Formation des acteurs, on peut imaginer plein de choses. Je vous laisse au-delà du prompt. On peut avoir l'esprit critique. On peut avoir penser les usages. On peut avoir la posture des formateurs. Ce genre de choses. Le co-design d'usage, c'est bien une fois qu'on sait faire, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Souvent, en fait, on dissocie pas les deux, et c'est pour ça qu'on rentre beaucoup par l'outil. Ok, je sais utiliser ChatGPT, et donc qu'est-ce que je peux faire avec ChatGPT ? Mais si on sort de ça, c'est plutôt quels sont mes besoins pédagogiques et comment je peux designer ces usages avec mes équipes et comment le diffuser dans mon organisation. Et enfin, une fois qu'on a traité la gouvernance, la formation et les usages, on peut penser à dire, ok, quelle IA je vais utiliser ? Est-ce que je fais des investissements ? Est-ce que je fais confiance à AppleLearn pour utiliser leur IA ? Est-ce que je développe quelque chose en interne ? Etc. etc. Donc, il y a plein d'autres éléments, mais je vais juste faire un petit focus sur la gouvernance et je vais juste faire un entonnoir, donc on verra pas tout aujourd'hui, mais ça vous donne au moins quelques éléments de réflexion. Moi, quand j'accompagne des clients, souvent, je leur propose en fait de faire un parcours de gouvernance auprès d'une population un peu plus spécifique qui va prendre en compte le codir, qui va prendre en compte des formateurs, qui va prendre en compte des admins. Voilà, on va essayer de prendre en compte un peu tout le monde pour justement avoir cette idée de gouvernance partagée. Parce que chacun a un peu son point de vue à apporter sur la question de l'IA et quelque chose de descendant, ça va pas très bien marcher sur le sujet. Et l'idée, c'est de donner à ces acteurs toutes les connaissances nécessaires pour être des référents à l'intérieur de l'organisation pour pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. Ce qui paraît assez essentiel quand on voit le niveau de maturité, le niveau de connaissance de la plupart des gens sur les sujets d'IA. Et cette capacité, cette connaissance, ça va leur permettre aussi de faire des choix qui vont être conscients et dirigés pour l'avenir de leur organisation. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner la possibilité de choisir ce qu'ils veulent, ce vers quoi ils veulent aller en termes d'IA. Je vous ai mis sur la droite quelques-uns des points qui sont hyper importants à prendre en compte et qui sont pas souvent traités. Donc effectivement, de savoir qui est responsable dans l'organisation des différentes sorties de l'IA, quel impact écologique on a, comment est-ce qu'on communique auprès de nos apprenants, mais aussi de nos formateurs, de nos personnels,
les usages, les droits, les devoirs. On peut parler de droits et de devoirs, un peu comme pour la loi. Comment est-ce qu'on est en respect du cadre légal? Peut-être en utilisation des normes ISO à la place en fait, par exemple, l'IA Act peut se découper à la fois sous forme de loi à respecter, mais aussi de normes qui peuvent remplacer plus ou moins ces lois. Comment est-ce qu'on gère les risques quand il y a des demandes, quand il y a des erreurs, par exemple par l'IA? Si l'IA envoie un apprenant sur un parcours qui ne lui était pas dédié ou qu'il évalue mal ou autre, comment est-ce qu'on gère tous ces risques? Donc tout ça, c'est des questions en fait qu'il faut se poser, auxquelles il faut pouvoir répondre, et la liste est assez longue. Et donc ça peut être... hier, j'ai quelqu'un qui est venu me voir sur le stand en me disant « On est un organisme de formation de 10 personnes et on veut créer un chatbot d'évaluation. » Bon, bon courage. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et les compétences à utiliser sont nombreuses. Juste pour vous donner un petit exemple, je vais encore faire un focus et après je passerai le micro à Brice. Si on prend juste la question du cadre légal, je vous ai mis une carte de la fresque des IA pédagogiques sur les enjeux légaux. Donc c'est un peu comme une fresque du climat pour explorer les opportunités et les enjeux de l'usage de l'IA dans nos pratiques pédagogiques. Et je vous ai mis la carte sur les enjeux légaux qui retrace un peu le cadre de l'IA Act. Donc l'IA Act, c'est cette loi européenne qui rentre en application dans 4 jours. Voilà, si vous n'étiez pas au courant. Pour la première partie, qui traite des IA inacceptables. Et la deuxième partie, qui traitera des IA à un risque élevé, rentrera en application dans 1 an. Voilà. Et en fait, cette IA Act classe les IA en différents niveaux de dangerosité. Et la dangerosité, c'est globalement à quel point l'IA va avoir un impact sur le parcours de vie d'un individu. Si je le résume un petit peu. Donc certaines IA sont complètement interdites, comme par exemple faire de la reconnaissance d'émotions en temps réel. Pour par exemple repérer les personnes qui, par exemple là je vous regarde tous, il y en a quelques-uns qui dorment, je fais attention, là je le vois, mais si j'étais une IA, je pourrais vous voir un par un et vous dire attention, toi t'es plus concentré, etc., etc. Ça par exemple c'est interdit dans le cadre d'une formation. Ensuite on est sur des niveaux de dangerosité élevés, donc là c'est justement tout ce qui est orientation du processus d'apprentissage, notation automatisée, prédiction de réussite, tout ce qui peut avoir un impact sur la vie de l'apprenant au-delà en fait de sa formation. Donc ça, quand on est sur ce niveau d'IA là, il faut pouvoir mettre en place tout un tas de systèmes qui permettent d'assurer à l'apprenant des garde-fous. Donc entre autres, un système de gestion des risques, une gouvernance des données qui est claire, des documentations techniques accessibles, pouvoir enregistrer les activités de ce qui se passe, les décisions des IA, avoir des instructions d'utilisation, avoir une surveillance humaine, quelqu'un qui va pouvoir intervenir dans le système et gérer la qualité. Donc vous imaginez un OF de 10 personnes qui doit mettre tout ça en place, c'est beaucoup de travail et c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de travailler avec des acteurs comme AppleLearn qui travaillent là-dessus, alors et qui vont vous le dire ne sont pas encore parfaits surtout aussi parce que tout le monde est en train d'apprendre à gérer ces nouvelles lois qui sont en train d'arriver et on sait pas forcément exactement comment les appliquer partout, mais qui ont les ressources et qui ont la vision pédagogique et technique pour prendre en compte ces sujets-là. Donc voilà, je vais passer le micro à Brice qui va vous parler de ce qu'ils font chez AppleLearn, mais c'était juste pour vous donner un aperçu à grande vue donc de tout ce qu'il y a à penser quand vous déployez des IA dans vos organisations pour qu'elles donnent du pouvoir d'agir à vos collaborateurs. Donc il faut traiter des sujets de gouvernance qui recouvrent plein de choses, dont l'aspect légal. Il faut traiter des questions de la formation de vos collaborateurs, aussi des usages qu'on va faire de manière collective, tester, envisager, évaluer l'impact que ces usages ont, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de promesses de l'IA, mais est-ce que ça les tient vraiment? Et là on verra dans les années à venir. Et puis aussi faire des choix d'intégration technique qui peuvent parfois être de passer la main. Raphaël, pardon. Juste, je me permets, je ne sais pas si vous avez eu le temps de consulter la fresque des IA de Raphaël, mais vraiment prenez le temps. C'est très riche, c'est très bien documenté et ça va vraiment vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de l'écosystème dans lequel on est actuellement. Et il me semble que c'est libre de droit, c'est ça? Elle est libre de droit? Elle était libre de droit, mais elle n'est pas très chère. Bon, elle n'est pas très chère, voilà. Merci, à toi Brice. Alors merci, je voulais revenir un peu, vous donner ce qui était intéressant un peu dans cette intervention, dans ce ping-pong, c'était aussi vous donner 2 visions. Nous, on a une vision éditeur de logiciels et comment on peut aider nos utilisateurs sur le terrain à s'emparer de l'IA.
Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an que nos clients utilisent l'IA dans nos produits et je voulais finalement vous faire part un peu de ces retours d'expérience terrain. Déjà, je voulais vous donner quatre choses qu'on a pu retenir sur les clés d'une transition réussie. La première, c'est que c'est important d'établir des objectifs clairs et précis. Pourquoi vous voulez utiliser l'IA dans votre organisation? Est-ce que c'est pour faciliter, améliorer, accélérer la gestion administrative? Est-ce que c'est pour améliorer la pédagogie? Est-ce que c'est pour fournir un accompagnement, un tutorat à vos apprenants? Et selon vos réponses, les solutions seront différentes. Le deuxième point qui est, il faut essayer de démocratiser l'IA dans vos organisations. Démocratiser, ça veut dire quoi? Tous les mois, tous les jours, il y a une dizaine de nouveaux outils. Tous les mois, il y a une dizaine de nouveaux modèles. C'est très compliqué de suivre. Si vous avez suivi un peu l'actualité en 2024, ça allait très vite. Ça va aller encore plus vite l'année prochaine. Et il faut éviter aussi de perdre vos collaborateurs, vos formateurs dans des choses qui finalement leur apportent pas forcément grand-chose. Essayez d'ancrer aussi votre utilisation, la manière dont vous le présentez à vos collaborateurs dans des cas d'usage très précis et de ne pas rentrer trop dans la théorie, dans le sens où finalement, ce qui est important, c'est de montrer le bénéfice qu'ils vont pouvoir apercevoir, les points d'attention aussi et de vigilance qu'ils doivent avoir. Mais c'est important d'ancrer aussi dans le réel l'usage de l'IA et pas seulement comme un gadget en plus. Et donc cet aspect cas d'usage est très important. Et puis, comme le soulignait Raphaël, il faut s'appuyer sur des IA qui sont fiables, qui sont maîtrisées, qui vous permettent d'avoir une traçabilité, de savoir ce que font vos collaborateurs de ces IA et qui vous permettent aussi d'être en règle avec la RGPD, l'IA Act qui s'applique sur les très élevés dans quelques jours, qui s'appliquera l'année prochaine pour la formation, l'éducation, et qui sont des sujets importants. La protection des données, ça reste un enjeu. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que la transition numérique est toujours en cours, et donc on parle beaucoup d'IA, on est entre spécialistes, mais quand on revient dans nos organisations respectives, c'est plus compliqué. Et donc, aujourd'hui, il y a 40% des Français qui ont du mal avec l'informatique. Et quand on regarde le dernier baromètre de l'ISTF, dans les deux facteurs de frein à l'adoption du digital learning, il y a le manque de compétences et il y a le manque d'adhésion des formateurs. Donc il ne faut pas oublier aussi, quand on parle d'IA, qu'il reste ce travail de transition à faire dans nos organisations plus généralement. Et nous, la vision qu'on a, c'est que pour démocratiser l'usage de l'IA, pour favoriser cette transition numérique, on peut en réalité s'appuyer sur les opportunités qu'offre l'IA. Et c'est pour ça qu'on a intégré l'IA dans notre solution, comme finalement, donc sur la partie pédagogique, comme un assistant du formateur qui peut aider les formateurs qui sont habitués au présentiel, les experts métiers, à mieux scénariser, mieux concevoir, mieux accompagner leurs apprenants, et qui peut faire gagner du temps aux ingénieurs pédagogiques, aux technophiles dans leur utilisation au jour le jour des outils. Et avec cet esprit de pourquoi un formateur aurait besoin de chercher le bon outil d'IA? Pourquoi il aurait besoin de faire de la veille pour trouver les différents cas d'usage? Est-ce que c'est pas plus simple d'intégrer déjà directement l'IA dans l'interface de manière transparente pour les formateurs? Et donc je voulais vous montrer très rapidement la manière de nous on l'a intégré pour rendre accessible l'IA à l'ensemble des formateurs, des experts métiers, dans cet objectif d'améliorer la pédagogie. Donc ici, je suis sur la plateforme, notre LMS, notre plateforme de Learning Management System, et donc on va guider finalement un peu comme un ingénieur pédagogique personnel les formateurs dans tout ce parcours de scénarisation, de conception des formations. Dès le début, dès l'élaboration de la fiche de formation, le formateur va pouvoir utiliser l'IA, soit en s'appuyant sur
un syllabus de cours en PDF ou un catalogue de formation, soit en partant de zéro. Donc là, par exemple, j'ai repris le sujet de la conférence d'aujourd'hui et je vais créer une formation en me faisant aider par l'IA, qui va d'abord me proposer des publics cibles, des prérequis que je vais pouvoir adapter pour affiner, pour que ça corresponde bien à mon public. Et puis sur cette base, ça va aller me proposer une description et des objectifs pédagogiques avec des verbes d'action, avec la taxonomie de Bloom, pour aussi permettre aux formateurs d'avoir quelque chose de qualitatif et d'être dans les bonnes pratiques. Et puis on va lui suggérer des images. Donc là, j'ai fait en quelques secondes ma fiche de présentation. J'ai accompagné le formateur pour la rédiger. Et sur cette base, à partir de ce contexte, on va pouvoir aider les formateurs à scénariser leur formation. C'est pas toujours évident, quand on est expert métier, formateur en présentiel, de transcrire une formation à distance. Et bien là, on va pouvoir, grâce à l'IA, l'aider dans un process d'idéation pour scénariser sa formation en s'appuyant sur des méthodologies pédagogiques, par exemple la méthode ADI pour la scénarisation. Donc là, j'ai un squelette. L'idée, c'est pas de faire tout à la place du formateur, c'est vraiment de l'accompagner, de l'assister dans son métier. Et donc, je vais aller dans l'éditeur de contenu qui est vide. Donc là, j'ai ce module où il faut que je fasse tout le travail. Je peux quand même me faire accompagner par l'IA qui va me faire des recommandations sur ce que je pourrais intégrer dans mon module. Les objectifs du module, le déroulé du module. Encore une fois, c'est des propositions. Le formateur, l'expert métier garde la main sur le contenu. Ça permet aussi d'avoir ce contrôle qualité qui est très important. Et puis, on va lui donner des conseils sur notamment la conception universelle des apprentissages pour les sensibiliser sur les grands principes de l'accessibilité et pour qu'ils pensent leur contenu dès le départ pour tout le monde. Et puis là, je vais aller me prendre ce que l'IA me recommande de dire et je vais continuer à utiliser l'IA pour me générer un cours ou une image. Alors ça, c'est un exemple. Si vous faites des choses très techniques, c'est pas forcément le plus approprié. Vous pouvez avoir des résultats qui sont sur du marketing digital, ça marchera très bien. Si vous faites une formation sur quelque chose de très pointu, un process métier, ça va forcément le mieux. Mais c'est pas grave parce que ça, c'est des propositions. L'IA propose un contenu de cours. Je peux générer une image à côté, mais je vais pouvoir aussi faire travailler l'IA sur mes supports de cours, mes PowerPoint, mes vidéos pour venir enrichir, pour venir améliorer le contenu. Voilà, là, j'ai généré une image. Alors, la chose qu'il faut pas faire, c'est copier-coller un prompt sans bien l'améliorer, mais Lucy Dorn a un super livre pour bien créer des images avec l'IA que je vous recommande chaudement. Donc voilà, ça c'était un exemple. Je suis parti de zéro, j'ai créé ma fiche de présentation, ma scénarisation, et je voulais vous montrer un autre module dans lequel j'ai commencé à intégrer mes supports de cours. Donc j'ai une vidéo, j'ai un PowerPoint, où j'ai mis un Word, je crois, après. Des choses très basiques. Un texte un peu verbeux. Et là, je vais pouvoir me faire aussi assister de l'IA pour améliorer ce contenu. Donc, je reviens dans l'éditeur. Et sur chacun de mes médias, l'IA va m'aider sans que j'ai besoin de prompter, sans que j'ai besoin de trouver l'outil. Tout est réuni au même endroit. Et je vais pouvoir régénérer des résumés, rendre accessible ma formation, chapitrer la vidéo, créer des QCM à partir de cette vidéo. Et ça, très facilement, très rapidement. Donc là, j'ai mon résumé de la vidéo qui apparaît. Et puis ensuite, je vais avoir les points clés. Donc ça peut être utile si vous avez des formateurs qui aiment bien mettre des PDF de page, d'avoir un petit résumé qui est généré et qui permet aux apprenants d'avoir les principaux concepts résumés sans avoir à lire les 100 pages. Et je peux aussi rendre interactives des vidéos, par exemple, toujours dans cette idée de mieux engager les apprenants, de capter leur attention, d'être sûr qu'ils ont bien compris ce qu'ils venaient de voir. Et donc là, l'IA va aller m'intégrer des questions à certains moments de la vidéo sur des points qui ont été abordés juste avant.
Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec l'IA quand c'est directement intégré dans une plateforme pour faciliter l'utilisation de l'IA par les formateurs avec des cas d'usage très concrets, très précis. Et puis je peux faire ça sur des vidéos, mais je peux très bien faire ça sur le texte. Nous, on a un grand jeu d'accessibilité, comment on aide nos clients à rendre accessible leur contenu de formation. C'est quelque chose qui est souvent négligé, qui est pourtant très important. Et donc, par exemple, je vais pouvoir demander à l'IA qu'elle applique la méthode FALC, facile à lire et à comprendre, pour améliorer les contenus qui sont proposés. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple du document de 100 pages, un peu verbeux, un peu complexe, pareil, que je peux résumer ou sur lequel je peux générer des QCM très facilement. Et je voulais finir en vous montrant une dernière chose. Donc là, on assiste les formateurs, les experts métiers pour les aider à adapter leur formation avec l'IA, accompagner de l'IA pour créer des formations à distance. On va pouvoir aussi les aider au jour le jour dans le suivi de leurs apprenants et notamment pour évaluer, corriger les cas pratiques qui pourraient être envoyés. Donc là, j'ai la réponse d'une de mes apprenantes à un cas pratique, les critères d'évaluation, et je vais pouvoir demander à l'IA qu'elle me propose une pré-correction en s'appuyant sur les critères qui sont définis par moi pour évaluer cette production. Donc voilà comment on essaye chez AppleLearn de démocratiser l'utilisation de l'IA et de la rendre accessible à tous, même quand on n'est pas un spécialiste du digital et même quand on ne fait pas une veille du jour le jour sur l'utilisation de l'IA. Je voulais, pour finir, vous dire que bien sûr, on peut se retrouver stand K52 et stand T82, je crois. Pour continuer l'échange. Si vous voulez en savoir plus sur l'IA, sur la transition dans les organismes de formation, on organise régulièrement des masterclass sur AppleLearn Academy, où on a eu la chance d'accueillir Raphaël, où on a eu la chance d'accueillir Lucie, et vous pouvez retrouver les replays en scannant ce QR code. Je vous recommande. Et puis, je vous passe la parole pour nous poser vos questions. Merci beaucoup, Brice et Raphaël. Alors, on va passer aux questions de la salle. Juste, je vous ai dit, cette salle, c'est la salle de l'innovation. Donc, l'idée, c'est que ce genre d'intervention, ça vous montre aussi que si vous êtes en train de développer une stratégie d'IA dans vos organisations, il n'y a pas un prestataire qui va tout faire, qui va faire toute votre formation, votre transformation. Il va falloir que vous alliez chercher vous-même les acteurs qui répondent à vos valeurs et que vous fassiez une espèce de puzzle ou de puzzle pour les Belges, que vous les associez entre eux pour créer votre écosystème. Et ça, je pense que c'était aussi un message important à faire passer. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Sinon, moi, j'en ai. Tu m'autorises ? Ah. Bon. Allô ? Oui, ça marche. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question concernant ce que vous avez mentionné par rapport aux formations techniques. J'imagine du coup que ça peut pas vraiment reformuler toute la partie technique parce que ça fait partie de l'entreprise. Mais du coup, quelle est la plus-value ? Est-ce que ça serait dans la formulation, dans la création d'évaluation, pour une formation qui est très technique sur des aspects précis pour l'entreprise ? En fait, ce que je voulais dire, c'est que on a des outils qui vous permettent de générer du contenu à partir de quasiment rien. Ça fonctionne sur des choses très connues, sur des domaines plus pointus, où il y a moins de références disponibles sur Internet. Il vaut mieux partir directement de vos documents sources. Et là, on peut avoir, en partant de vos documents sources, là, ça va venir chercher, reformuler à partir des informations de vos documents. Et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de beaucoup plus pointu, parce que justement, ça part de vos documents. Merci beaucoup. D'autres questions ? Bonjour, merci. Je ne sais pas trop si je dois te remercier. Je suis conceptrice de formation. Tu viens de me montrer un truc que tu fais en pas longtemps et qui, moi, me prend des plombes.
Donc, du coup, je suis un peu en PLS là et je me demande quelle est ma plus-value, moi, maintenant. En fait, je pense qu'il faut bien garder en tête que l'IA va pas remplacer les ingénieurs pédagogiques, va pas remplacer les concepteurs. Maintenant, on parle de loin, c'est-à-dire que nous, on équipe beaucoup d'établissements du supérieur, d'organismes de formation, qui ont des intervenants externes ou internes, et c'est très compliqué pour des formateurs qui ont l'habitude du présentiel de digitaliser leur formation. Et en même temps, on peut pas mettre un ingénieur pédagogique derrière chaque formateur. Donc, il y aura toujours besoin d'ingénieurs pédagogiques qui vont encadrer, qui vont faire ce que vous faites, mais être peut-être moins dans la conception du jour le jour et plus dans la montée en compétences des formateurs, l'encadrement des formateurs, pour être en capacité de mieux utiliser ces solutions. Mais Je veux bien rajouter un point sur ce point-là parce que c'est une vraie question en fait. Et ça va aussi dépendre, en fait, là on revient sur les sujets de gouvernance que j'évoquais avant. Moi j'ai des OF que je vois, ils sont en difficulté financière. Clairement, ils commencent aussi à ne pas... si en tout cas ils ne suppriment pas des postes, en tout cas ils n'engagent plus. Voilà, avec ces technologies-là. Donc maintenant la question c'est, en tant qu'OF, en tant qu'organisation, c'est quoi le futur que je veux? Est-ce que je vais réengager le temps gagné et ça va être purement capitaliste et je vais juste en faire plus d'argent, ou est-ce que je vais quand même garder mes personnels, je vais même les développer en compétences et on va enfin prendre le temps de faire de l'analyse de besoins qu'on fait jamais parce qu'on n'a jamais le temps, de faire toutes ces choses-là, justement de l'évaluation de la qualité vraiment et de l'évaluation d'impact de nos formations pour les améliorer. Donc en fait il y a plein d'opportunités pour les ingénieurs pédagogiques, mais il va falloir faire évoluer un petit peu ces compétences pour répondre à des questions qu'aujourd'hui on n'a pas les ressources pour les traiter, quoi. Je te réponds et après je lâche le micro. C'est une nouvelle table ronde. Non, mais je te retourne le truc, c'est une vraie question. C'est-à-dire que ça, ce que tu dépeins, c'est un monde imaginaire. Le monde réel dans lequel on est, c'est que nos entreprises... Moi, je travaille pour la SNCF. Donc, c'est pas une petite boîte. Qui sont allaitées aux deux mamelles de la compétitivité et de la productivité. Donc, l'ordre du monde, c'est de réduire le personnel. Hein. Mais j'ai aussi des exemples d'organisations qui font des choix différents. Il est là. Ça existe. Merci beaucoup. Et si tu veux, on va passer à la suite et moi, je peux t'apporter aussi des éléments d'éclaircissement. Merci.